La suite du grand oral d'Alexis Corbière, député de la France Insoumise, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon face à Marianne Soubry, Johnny Blanc, Daniel Riolo. Avant de donner la parole à Johnny, J-1 avant l'intervention d'Emmanuel Macron, grande conférence de presse. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a déjà les propositions, même si elles n'ont pas été prononcées par le chef de l'État, mais elles sont sur la table. Elles ont été dévoilées par la presse, puisqu'il avait enregistré son intervention qui a été annulée pour cause d'incendie à Notre-Dame. Est-ce qu'il doit revoir sa copie sur la base de ce que vous avez pu lire ici ou là ? Alors, je réagis sur la base du discours qu'il aurait prononcé. Tout ça, il y a des conditionnels. Qui n'a jamais été démenti par l'Élysée. Voilà, qui avait été même envoyé, disons-le, aux rédactions 1 heure avant, si l'incendie dramatique de Notre-Dame n'avait pas eu lieu. Donc, c'est ce qu'il aurait dit. Moi, ce qui me choque, je vais retenir une idée. C'est l'idée de demander aux gens de travailler plus, avec cette idée sans doute qu'un jour férié, désormais, c'est travailler, et même un peu de commencer, c'est ce qui se dit, à remettre en cause les 35 heures. Que les gens qui m'écoutent comprennent bien. Ça veut dire concrètement que vous baissez vos salaires, que vous voyez votre salaire baisser. Si vous travaillez davantage, et alors que votre salaire n'augmente pas, et Emmanuel Macron ne veut pas augmenter les salaires, ça veut dire concrètement qu'on baisse vos salaires. Si les 35 heures n'existent plus, qui est le moment de déclenchement du taux de rémunération des heures supplémentaires, ça veut dire concrètement qu'on baisse vos salaires. Alors si Monsieur Macron, après des mois de mobilisation contre la vie chère, qui est quand même très majoritaire dans le pays, après un pseudo-débat qui a quand même coûté 15 millions d'euros aux contribuables, si la conclusion qu'il tire de tout ça, c'est que les gens vont être contents, ce qu'il leur dit, désormais vous allez travailler plus pour gagner moins, je pense que cet homme a un problème de perception de ce qui se passe dans le pays. Et à force de ça, c'est un élément de violence sociale qui ne va faire qu'envenimer les choses. Si j'ai bien compris, l'idée, si j'ai bien compris, parce que c'est pas très clair dans ce qu'il y avait dans les mesures, hein, puisque on dit deux choses. On dit, on va allonger la durée du temps de travail pour financer la baisse d'impôts, mais aussi pour financer la dépendance, qui sont deux choses qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est pas très clair, il faudra qu'il précise. Mais bon, c'est quand même c'est du donnant-donnant en quelque sorte. Travaillez un peu plus, mais grâce à ça, vous paierez moins d'impôts et on va financer la dépendance. Mais on est d'accord avec mon raisonnement. Si vous faites travailler un jour férié supplémentaire sans augmenter les salaires, vous baissez vos salaires concrètement. C'est-à-dire par exemple que par rapport au grand malaise qu'il y a dans le milieu professionnel. Pas la bonne Je vais même évoquer par exemple le malaise qu'il y a dans la police. Aujourd'hui, les types, ils ont déjà 22 millions d'heures supplémentaires qui leur ont pas été payées. Un suicide inquiétant dans la gendarmerie et la police. Mais c'est aussi le cas, il y a près de 700 personnes chaque année qui se suicident au travail. Il y a un problème dans les milieux hospitaliers, un malaise. Si les gens pensent que c'est en augmentant encore plus la productivité qu'on va répondre à ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Si par contre il s'agit de dire on va partager les richesses par exemple pour financer la dépendance, ça m'intéresse. Il y a quelque part quelque chose de vertueux, je le dis entre guillemets, qui est sorti du drame de Notre-Dame de Paris, c'est que on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de fortune dans ce pays et de l'argent a été réuni pour réparer Notre-Dame, mais ça montre bien que contrairement à ce qu'on nous dit, je parle là de ces immenses fortunes, elles peuvent être peut-être plus sollicitées pour participer à des choses d'intérêt général, notamment le financement de la dépendance de nos anciens, etc. Mais Comment on fait pour récupérer cet argent Par l'impôt, voilà, c'est un moyen démocratique et républicain. Monsieur Corbière, le problème, alors pour ce qui est des dons qui ont été faits par les grandes entreprises, il y a des niches, on peut appeler ça comme ça, des niches mécénat qui existent, et c'est pas illégal, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Ça permet de débloquer de l'argent. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus attendre du privé qu'il fasse ce qu'on doit attendre de l'État. Donc quand vous dites aujourd'hui on va aller chercher dans la poche des riches, moi j'ai envie de dire mais enfin c'est le rôle premier de l'État de financer la dépendance, etc. Donc si vous voulez venir nous dire ils ont des sous, ils ont pu donner pour Notre-Dame, ils vont donner pour la dépendance, non, enfin je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon l'État en tant que tel, ça n'est que ce que les citoyens en font. C'est-à-dire l'argent de l'État, c'est l'argent des citoyens. Il faut être mieux redistribué peut-être. Voilà, la seule question c'est il y a un outil qui a été forgé à travers le temps, c'est l'impôt. Moi je suis pour l'impôt sur le revenu. Je suis pour qu'on passe de 5 tranches aujourd'hui à 14 tranches d'impôts. Trop d'impôts reposent sur ce qu'on appelle les classes moyennes. Et je pense que les classes supérieures, et on le voit bien, il y a des fortunes colossales qui sont accumulées. Monsieur quand même Bernard Arnault, qui s'est illustré le soir de Notre-Dame, a aujourd'hui une fortune personnelle équivalente avec ses actifs, mais à 77,2 milliards d'euros. Et elle a augmenté de 25 milliards d'euros uniquement sur l'année 2018. On est d'accord. Mais j'entends bien, mais enfin tout de même... Sur les salaires il paye 1,2 milliard d'euros d'impôts par an. Oui, mais c'est bien, mais il peut peut-être payer un petit peu plus. Vous savez ce qui répond à ça, parce que je ne veux pas faire porte-parole de Bernard Arnault, mais comme on dit beaucoup de choses qui sont fausses, il dit qu'il paye en fait 50% d'impôts en France sur 10% d'activité. En fait, 10% de vente en France. Principalement son activité à l'extérieur. Et proportionnellement, il paye beaucoup plus d'impôts en France que partout ailleurs où il doit payer aussi des impôts. Il a plus tous les emplois. Son activité à l'extérieur, elle repose aussi sur le label France, le savoir-faire français, etc. Mais surtout, pourquoi on parle de tout ça? C'est parce qu'il y a le premier acte qu'on m'a fait faire comme député, j'ai voté contre, c'est de supprimer l'ISF. On a dit il y a une pression fiscale trop importante, ils n'en peuvent plus. On a rendu aux 100 contribuables les plus riches du pays, les 100 contribuables, on leur a rendu 1,5 million d'euros. Pour quel intérêt?
Ça a coûté aux deniers publics. Dans les entreprises. Ça a coûté aux deniers publics 4 milliards d'euros. D'accord? C'était à peu près ce que rapportait l'ISF. Bon, est-ce que c'est utile? Alors que ces 4 milliards, on en a besoin. Le paradoxe, si on parle budget de la culture, le budget de la culture, c'est en tout 10 milliards d'euros. Le budget sur ces 10 milliards qui est consacré à l'entretien de tout notre patrimoine national, dont nous sommes si fiers, c'est 1 seul milliard. D'accord? Donc c'est très faible en vérité. La France a le pauvre Stéphane Bern qui s'est mobilisé, il a ramassé 60 millions. Est-ce que l'ISF, ça nous a permis d'être meilleur sur le chômage et sur la croissance? Est-ce que la France allait mieux en 2016? Non, mais elle ne va pas mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que je connais ça, c'est des tautologies. Non, mais l'ISF ne change rien alors. Non, mais si, ça change. Ça permet qu'aujourd'hui, on a moins de recettes publiques. On a moins de recettes publiques. Et le corollaire de dire on va supprimer l'ISF, réduire en fait les recettes publiques, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron. On va supprimer, il prévoit de supprimer 12 000 fonctionnaires. Moi, je dis aux Français, regardez, y compris, je vais reprendre l'exemple des policiers. 12 000 sur 5 millions. Hein. Mais peut-être, mais aujourd'hui, mais est-ce qu'on a 12 000 sur 5 millions? Mais où est-ce qu'on va les supprimer? Parce que c'est toujours pareil. Dans les collectivités territoriales, on peut supprimer des wagons. C'est clair. Des wagons, c'est clair. Oui, des wagons. Faut arrêter de se voiler la face en France. On se voile la face. On crée des postes sans arrêt. Moi, je suis désolé, depuis des années dans ma région, je me sens pas mieux administré que 10 ans en arrière. Mais je suis d'accord. Bon, alors pourquoi on a créé des postes? Pour faire quoi? Non, mais attendez. Il y a un moment, faut qu'on arrête. Premièrement, beaucoup de postes qui ont été créés dans les collectivités locales, c'est en raison de la décentralisation. On a donné des compétences nouvelles, elles étaient obligées, d'accord? Donc ce qu'on supprimait d'un côté, on le créait de l'autre. Non, mais il faut pas. Deuxièmement, puisque vous parlez de la province, ce que dans beaucoup d'endroits les gens ressentent, et ils n'ont pas tort, c'est que le service public, c'est quasiment plus rien. Les gens ont l'impression de payer l'impôt et il faut prendre la voiture pour aller à l'hôpital, il faut prendre la voiture des fois même pour ne serait-ce qu'une école, etc., etc. Donc pour essayer, les gens disent mais où va notre argent? Parce que le service public s'est dégradé. Dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus de postes. Même moi, je prends l'exemple à Bagnolet. Dès que j'ai été élu, la première chose, c'est le centre des impôts a fermé, d'accord? Et vous avez nombre de services publics qui sont pas ouverts toute la journée quand vous voulez y aller. Donc dans cet appauvrissement du service public, cette mise à distance du citoyen entre tout ce qui est normalement la matérialisation concrète de la République, les gens ont l'impression de payer des impôts et de ne pas avoir de retour là-dessus. Donc s'il n'y a plus de service public, qu'est-ce qui va se passer? C'est le privé qui va prendre le marché. Si l'hôpital public fonctionne pas bien, eh bien ceux qui ont les moyens iront à la clinique privée. Si l'école publique est dégradée, ceux qui ont les moyens iront dans l'école privée. Et vous allez avoir une cassure d'une société à deux vitesses selon les moyens. Je ne veux pas de ça. Comment on s'en sort? Par une grande idée, le partage des richesses. On a la chance d'avoir des gens qui font du profit, très bien, Monsieur Bernard Arnault, Monsieur Pinault, Bouygues, Lagardère. Bon, on peut peut-être les solliciter davantage sur la base de leur fortune, sans qu'ils soient mis à la rue. Et vous pensez que ça règle le problème? Sinon, comment on fait? Comment on sélectionne ceux dans qui on va taper les poches, ceux à qui on va taper les poches? Il y avait l'ISF, on considère que sur la base d'une certaine fortune, richesse personnelle, il y a un impôt qui est une sollicitation qui leur est faite. La tautologie que vous dénoncez, moi, je pense... on constate malheureusement que quand il y était, on se portait pas mieux. Pendant 30 ans, il y a eu l'ISF, et il y avait du chômage, il y avait de la pauvreté, l'injustice. On aimerait penser comme ça. vous. C'est là où la démonstration est difficile. D'accord. Donc, mais attendez. Si tous nos malheurs venaient de l'ISF, mais je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que tous les malheurs. Je dis que c'est une mesure pas seulement symbolique, mais que la ligne d'Emmanuel Macron, c'est de dire je baisse les recettes, il y aura moins d'impôts, et il dit immédiatement, et c'est d'ailleurs le questionnaire un peu orienté, dites-moi dans quel service public il faut tailler. Ça, je pense que c'est une mauvaise compréhension du pays. D'accord? Nous avons des besoins. Ça répond pas, c'est à qui on tape le blé. Mais je vous ai répondu. Mais non, l'ISF. Simplement ceux qui payent l'ISF. Par exemple, commençons par là. Commençons par réhabiliter cet impôt sur la grande fortune, qui concerne quand même assez peu de contribuables. Hein. Ça vous concerne pas, j'imagine. Du moins, j'en sais rien, je vous le souhaite après tout. Mais ça concerne quand même une minorité de contribuables qui se portent très bien s'ils participent un peu plus à l'impôt. Ensuite, si vous m'avez écouté, je vous ai dit... Non, mais je vous le souhaite en plus, c'est pas le problème. Moi, j'ai rien contre les riches en soi. Mais c'est pas ça qui crée des emplois, Monsieur Corbière. Là-dessus, je suis d'accord. Attendez, là, je réponds. Ensuite, deuxièmement, excusez-moi, je vais à la serpe. 14 tranches. Non, mais je suis obligé. Aujourd'hui, il y a que 5 tranches d'impôts. On peut imaginer, nous on propose 14 tranches d'impôts. Il y en a eu plus d'ailleurs des tranches d'impôts. Enfin, pour finir, vous dites le vrai sujet. Pour créer des emplois, quel est le grand projet qu'on nous propose aujourd'hui? Où est-ce que la France dit désormais, regardez, on va investir? Nous, on a fait des propositions pendant la campagne présidentielle. La mer, par exemple. On a un potentiel maritime incroyable. On a le 2e littoral mondial. Il y a là une énergie pour aller engager une transition écologique, pour dire, voilà, on va créer, par exemple, faisons travailler nos savants, nos ingénieurs, des turbines. On va remettre en place un peu de la sidérurgie pour ces grandes turbines maritimes qui pourraient nous permettre, par exemple, de créer de l'énergie et d'aller progressivement vers la sortie du nucléaire, parce que le nucléaire a assuré notre indépendance énergétique à une certaine époque, mais aujourd'hui on s'aperçoit que quand même le nucléaire n'a pas que des vertus. Donc là, on aurait un grand chantier. Dans la mer, idem par exemple. Pardon? Moi, ce qui des turbines dans la mer pour la faune. L'énergie maritime. Attendez, mais l'énergie maritime est une énergie renouvelable. En France, de créer des nouveaux emplois. Il faut créer des emplois. Je veux juste vous rappeler quelque chose. Dans les corporations où l'emploi existe aujourd'hui, on ne trouve pas de gens pour bosser. Mais il faut quand même se mettre ça dans la tête. C'est pas la peine de créer des trucs nouveaux. Aujourd'hui, je vais dire un truc. J'ai des potes qui ont des
entreprises de mécanique, de tout ce qu'on veut. On trouve personne pour bosser. Moi, je recherche des fromagers aujourd'hui. C'est introuvable. Donc, c'est pas la peine de penser. Et pourquoi c'est introuvable? Mais parce qu'il n'y a plus personne qui va dans les écoles, parce qu'on les forme pas, parce que les parents veulent pas que leur enfant ait une formation qui a une connotation agricole, parce que c'est un boulot où il faut lever tôt le matin et puis il faut bosser des fois le week-end, parce que, enfin, il y a un tas de raisons. Et vous pensez qu'il y a 6 millions de chômeurs parce que les gens veulent pas se lever tôt, etc. Mais je veux dire, quand même aujourd'hui, on estime. Non seulement je ne pense pas. Donc je cite de mémoire. Non, mais je sais bien, mais moi je ne suis pas. Je cite parce qu'il y a un déficit de formation. Je cite de mémoire. Non, mais premièrement, déficit de formation. Vous savez, je suis prof de lycée professionnel. Les diplômes professionnels, ils sont aussi définis avec les branches professionnelles, d'accord? Bon, donc deuxièmement. Quand même, je vais citer un chiffre de mémoire, il y a à peu près 5 à 6 millions de chômeurs. Je pense on estime qu'il y a 200 à 300 000 emplois non pourvus. Quand même ces emplois seraient pourvus, ça ne règle pas le problème du chômage de masse. Ensuite, il y a beaucoup d'annonces, vous savez, qui sont très mal rédigées. Il y a des taux de rémunération complètement incompréhensibles, des annonces qui sont retirées. Donc en vérité, le mythe de l'emploi non pourvu, c'est soit dans des branches professionnelles, notamment souvent la restauration, où les conditions de rémunération sont quasiment honteuses, d'accord? Si aussi des gens payaient un petit peu mieux, ça aiderait, mais ça n'est pas le problème majeur. Moi, vous savez, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de formation, est-ce que les gens puissent faire face, et vous citez des métiers tout à fait nobles, mais c'est pas le fond du problème. La question c'est comment on relocalise aussi l'économie. Pendant des années, on a laissé, notamment au nom de l'Union européenne, délocaliser l'économie. Des entreprises qui partaient notamment dans des pays au sein même de l'Union européenne, parce que c'était moins cher, parce qu'ils étaient moins disant social, moins disant fiscal, parce qu'il n'y avait pas de syndicats, parce que les conditions de travail et les rémunérations. On a laissé faire ça. C'est pour ça que cette Union européenne, elle est devenue pour beaucoup de gens plus que suspecte. C'est-à-dire que quand vous délocalisez une entreprise pour l'envoyer en Roumanie, c'est pas parce que le climat est meilleur ou que le savoir-faire est meilleur, c'est uniquement parce que les salariés se sont payés moins cher. Du moins, on empêche cette situation de concurrence interne à l'Union européenne. Parce que moi je suis pour. Non mais l'Europe de la solidarité, l'Europe de projets industriels, moi je suis pour. Mais l'Europe de la concurrence entre les pays, où on fait rentrer notamment, je pense aux pays qu'on appelle les anciens pays de l'Est, dans lequel une fois de plus, la seule valeur ajoutée qu'on leur a dit, c'est vous rentrez dans l'Europe, vous êtes moins disant fiscal. La bonne question, c'est effectivement, est-ce qu'on sort de l'Europe? Moi je suis pour avancer vers une harmonisation fiscale et sociale entre les pays. Non mais c'est pas qu'on n'y arrive pas. L'actuel, c'est que les traités l'interdisent. D'accord? C'est interdit par les traités. Donc, il faut désobéir aux traités. Sinon, vous baratinez. Mais si vous désobéissez aux traités, vous êtes en rupture avec les autres. Vous acceptez la rupture. Mais il y a sans doute des ruptures, oui, sans aucun doute. Donc, vous sortez de l'Europe. Non, mais premièrement, la France, c'est la deuxième économie de l'Union européenne. C'est 18% du PIB de l'Union européenne. Je vais vous dire une chose. Pour une formule un peu ramassée. Il n'y a pas d'Union européenne sans la France, d'accord? Donc de toute manière, on crée un rapport de force nouveau en disant voilà, désormais, les travailleurs détachés, c'est plus tolérable. En France, on interdira les travailleurs détachés. Qu'est-ce que c'est les travailleurs détachés? C'est le fait qu'on tolère en France que sur certains chantiers viennent des gens qui ne sont pas payés de la même façon que les travailleurs nationaux, d'accord? C'est une concurrence terrible. Ça, c'est détestable. Et ainsi de suite. Deuxièmement, on empêche, c'est le fait qu'on ait cette concurrence, et ce que j'indiquais tout à l'heure, des délocalisations d'usines qui quittent la France pour aller à quelques centaines de kilomètres plus loin parce que dans ce pays, les travailleurs sont payés 10, 12 fois moins cher, etc., etc. Là, vous créez quelque chose de totalement nouveau. Vous permettez, par exemple, qu'il y ait des vraies possibilités d'investissement public sur certains secteurs. Aujourd'hui, on a des besoins que j'indiquais tout à l'heure. La transition écologique, ça peut créer de l'emploi. On a besoin de logements de qualité. On construit des bâtiments. On investit dans certains secteurs. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en raison des règles absurdes de l'Union européenne, vous pouvez pas investir. Bon, il faut une banque centrale européenne qui soit au service des États et pas qui soit indépendante telle qu'elle est aujourd'hui. On pourrait continuer les têtes de chapitre. Moi, je veux pas baratiner les Français, à leur faire croire que parce que les élections arrivent, c'est la liste du Père Noël. Vive l'Europe sociale, on l'a entendu 12 000 fois, alors que les traités actuels qui ont été adoptés contre la vie des peuples... C'est pas très clair. Non, et Jean-Luc Mélenchon ne l'est pas non plus. Et je crois que c'est Geoffrin qui fait une interview, il le relance plusieurs fois. Si vous ne respectez pas les traités, de fait, vous sortez de l'Union européenne. On verra, je ne crois pas que ce soit si simple, mais la possibilité d'une crise, effectivement, et que cette Union européenne-là... On a besoin d'une crise, de rompre avec cette Union... Oui, non, mais on est dans la crise. Je veux que je vous dise, la crise, c'est pas nous qui allons la créer, on est dans la crise. Vous allez voir les résultats des prochaines élections européennes. Oui. Partout, les nationalismes montent. C'est une situation terrible, d'accord? Pourquoi c'est pas les partis de gauche, justement, qui montent? Comment on explique, finalement, que vos idées ne trouvent pas plus d'écho? Comment on explique que, entre le 19% de l'élection présidentielle... Parce que parfois, il y a des Daniel Riolo qui les caricaturent un peu, ça aide pas. Vous lui donnez beaucoup de pouvoir. Mais là, vous me prêtez quand même beaucoup de pouvoir. Mais comment on explique une déperdition de voix entre la présidentielle et ce qui est promis à Manon Aubry comme résultat au terme des élections européennes?
comment ces idées ne sont pas plus représentées et suivies? Vous posez une excellente question. Essayons de réfléchir sur le temps long, parce que beaucoup de partis, notamment qu'on appelait la gauche, et je pense notamment à la social-démocratie au niveau européen, a participé à la construction de cette Europe libérale et a créé un dégoût. C'est pourquoi, moi, vous m'avez déjà entendu, peut-être pas vous, Daniel Riolo, mais Olivier Truchot ou Alain. C'est-à-dire que moi, j'essaye de forger un vocabulaire nouveau. Parce que je pense qu'il y a des mots, bien sûr je suis un homme de gauche, je ne vais pas me cacher de ça, c'est pas le sujet, mais il y a des mots qui pour beaucoup de gens sont des mots repoussoirs. Le beau mot de socialisme aujourd'hui, porté par François Hollande, apparaît aux yeux de beaucoup de gens comme quelque chose qui est absolument repoussant. Et ça a créé une crise terrible où des grands partis qui représentaient un idéal d'émancipation sont devenus des repoussoirs. Donc, non, mais monsieur, et vous évoquez, c'est pas la violence qui fait peur. Oui, et vous évoquez, est-ce que c'est pas votre violence nous qui fait peur finalement, monsieur Corbière? C'était pas le mot qui faisait peur. Vous savez, la violence, je vais vous dire une chose. L'année dernière, il y a 500 personnes qui sont mortes dans la rue. Je trouve ça extrêmement violent. D'accord? On peut le dire. La violence du propos, mais qu'est-ce qu'il y a de violent dans mon propos? Vous faisiez référence tout à l'heure à ma remarque vis-à-vis du mini-film, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qu'ont fait vos deux amis Ruffin et Mélenchon, à parler sans arrêt de révolution. Vous pouvez pas être précis 2 secondes, c'est pas Mélenchon qui a fait le film. C'était sur YouTube, c'était la vidéo ou dans la cuisine de Ruffin. Ah d'accord, il a fait Ruffin et Mélenchon. Excusez-moi d'avoir dit petit film au lieu de vidéo, pardon. Je crois que vous parliez du film de Ruffin. Non, c'est pas le documentaire. Allez, ok. Voilà. C'est la vidéo sur YouTube. C'est ne pas condamner à 100% les casses dans Paris le week-end parce que finalement on oppose la vertu à la légalité. Donc j'en reviens à ce petit film, sans arrêt parler de révolution, ne pas savoir réellement comment vous avez envie de prendre le pouvoir parce que de toute façon les médias sont dans un complot qui trafique également les sondages, qui fait que vous ne soyez qu'à 9% aujourd'hui alors que si on trafiquait pas, si on n'était pas tous partie prenante d'un grand complot, vous seriez peut-être à 20%. Alors je caricature, mais est-ce que c'est pas l'idée générale finalement? Je vais vous dire. Et est-ce que vous l'entretenez pas cette idée générale finalement à ne jamais condamner réellement la violence? Ce qui fait finalement ce qui fait le jeu des partisans de l'ordre. Vous, à peine vous étiez assis ici depuis à peine 2 minutes que vous m'avez agressé. Bien sûr que si. Mais bien sûr que si, monsieur Corbière. Bien sûr que si. Vous êtes allé dans vos petits papiers sortir. Ah, il a dit ça sur le Qatar. On m'a dit ça, mon conseiller m'a dit ça. Non mais arrêtez, franchement, monsieur Corbière. Arrêtez. Vous étiez prêt immédiatement à attaquer. Arrêtez. Alors je dois dire que on remercie. Vous produisez quand le spectacle? Ça va, c'est sympa. Mais venez avec moi si vous voulez. On fera un autre film comme Ruffin. Je viens d'arriver. On parlait de Nathalie Loiseau. Vous me sautez à la gorge sur le maoïste, les Khmers rouges. Pas du tout. Ah bon, pas du tout. Bon, alors il y avait un homme qui vous ressemblait, qui était assis là et qui m'a parlé. Non mais on parle sérieusement. Ceci dit, au-delà de la, vous m'avez fait perdre le fil, pardon. Je parlais de la violence. Ouais. Premièrement, je répète, je pense que nous sommes hélas dans une société violente. D'accord. Deuxièmement, par exemple, peut-être, je vais vous faire une taquinerie. Vous dites le mot de révolution. Je vous rappelle que c'est accessoirement le titre du livre d'Emmanuel Macron. Oui. D'accord. Donc la révolution, moi je la souhaite citoyenne. Je souhaite un changement. Je le cache pas. Je pense que c'est cette société actuelle. Mais elle passe par la violence, la révolution, ou c'est une révolution de velours? Absolument pas. Et je le répète, et vous le savez très bien. Je ne cautionne pas la violence. Premièrement, parce que la violence, comment dirais-je, est absolument regrettable. Mais surtout qu'à mon avis, la violence n'a jamais profité vraiment à la gauche. Elle profite au parti de l'ordre. Voilà. Vous avez tout dit. Ça fait monter la droite. Alors là, je vote Truchot. Vous avez tout dit. Écoutez-moi. C'est un piège. Non, mais parfois vous tombez un peu dedans. Non, écoutez-moi ce qui est. Écoutez ce que vient de dire Olivier Truchot. Parce que ça, non, mais je le partage. Deuxièmement, par exemple, je vais vous dire une autre chose. Sur le sujet. La violence, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit la République, c'est moi quand on vient perquisitionner. La violence, c'est s'opposer à la justice. Comme vous l'avez fait, comme votre parti l'a fait, comme Jean-Luc Mélenchon l'a fait. Mais bien sûr que si. Elle est là, la violence. Et là, moi, je suis désolée. Je ne peux pas l'entendre. Bien sûr que si. Alors, non, mais je vais apprendre à dépasser chrono. Que nous ayons eu des mots à un moment donné parce que franchement il y avait une situation qui était assez intolérable, on peut les juger, mais j'entends bien, mais je vais vous dire une chose, toutes les perquisitions ont eu lieu, hormis celle qui a eu lieu au local de la France Insoumise, parce que nous n'avons pas compris pour quelle raison, par exemple. Pour vous raconter, je ne sais pas si tout le monde va suivre, mais moi je suis rentré normalement dans le local pendant la perquisition, tout s'est passé normalement. Et quand Jean-Luc Mélenchon s'est présenté à la porte, il ne pouvait plus rentrer, alors qu'il est le fondateur de ce parti. Il voulait comprendre ce qui est en train d'avoir lieu. Nous n'avons pas compris, et nous n'avons toujours pas compris pour quelle raison c'était à géométrie variable. Et on nous a pris, on nous a pris nos fichiers de tous nos adhérents, d'accord? Pour quelle raison? C'est la loi, tout ça. Non, c'est pas la loi. La loi n'est pas de quitter une perquisition en vous prenant les fichiers de vos adhérents sans qu'on sache exactement ce qui a été pris, d'accord? C'est une instrumentalisation de la justice.
justice. Après, moi je suis pour, là où vous avez raison, faut toujours être calme, parler gentiment, mais pas aussi instrumentaliser la justice pour que d'un seul coup 17 personnes perquisitionnées au même moment, 110 policiers mobilisés, un dispositif jamais vu. Tout ça pourquoi? Parce qu'une dame, dont j'ai oublié le nom, qui était une députée Front National, Madame Montel, avait dit, parce qu'elle-même était attaquée, que aussi Mélenchon était concerné. C'est une instrumentalisation totale, c'est mon analyse. Nous n'avons jamais, comment dirais-je, fui devant la justice. Voilà, après, bien sûr, il faut être calme. Mais vous savez, il y a aussi des provocations qui sont organisées dont le but est très politique. Oui, Olivier. Merci Alexis Corbière. Mais oui, c'est fini. On a même dépassé le temps imparti, comme on dit. Merci, à bientôt. Allez, les GG, vous. Allez. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Alors, c'est Jean-Philippe qui doit nous rejoindre. Bonjour Jean-Philippe. On applaudit Jean-Philippe qui rejoint la table des grandes gueules, qui était dans le public. Vous venez d'Eure-et-Loire, c'est ça Jean-Philippe? Absolument, de l'agglomération de Chartres. Et vous voulez interpeller qui en fait? Eh bien, Johnny. Eh bien, c'est Johnny. Et oui, c'est encore lui. On va réécouter ce que disait Johnny Blanc sur François Fillon. Eh bien. Je vois pas comment on peut instruire, et vu le bruit que ça a fait à l'époque pendant 2 ans, puis dire à la fin, bah non, en fait, il n'y a rien, donc il n'y aura pas de procès. Donc je pense que voilà pourquoi il y a un procès surtout. Mais je pense par contre que si ce procès, je vais dire, ils sortent coupables de ce procès, alors j'espère que ce sera un cas de jurisprudence et que tous les politiques les uns après les autres vont prendre la même chose. Parce que je te rassure, ce qu'a fait François Fillon avec son épouse, ou ce qu'on fait avec leurs enfants, c'est ce qu'on fait auprès de tous les politiques pendant 30 ans. Sauf seulement que ce truc-là, je vais dire, on l'a vu avec quand même beaucoup de députés. Alors, Jean-Philippe. Johnny, je vous écoute. Johnny, pourquoi êtes-vous tombé dans ce travers? Dans quel travers? Écoutez, il y a 616 000 élus en France. Oui. Et vous êtes quand même un homme de la terre. Vous habitez la province, comme moi. Tout à fait. Vous connaissez votre maire, vous connaissez les conseillers municipaux, vous connaissez les conseillers départementaux. Combien en connaissez-vous qui ont fauté? Aucun. Je pense que dans les députés qui ont eu des assistants parlementaires de leur famille, il y en a quand même eu des paquets et des paquets. Il n'était pas interdit. Alors, mais attends, c'est bien. Non, mais c'est pas ce qu'on reproche à Fillon. Je ne dis pas que c'est interdit, donc Fillon il l'a fait comme les autres. Ça a été un de ceux qui aurait été le premier d'ailleurs. Non. Ce qu'on reproche à Fillon, c'est pas avoir employé sa femme, c'est d'avoir mis en place un système d'emploi fictif. On est d'accord. Sauf que je te rappelle quand même qu'il y a eu d'autres cas de députés effectivement qui avaient des enfants qui à 16 ans étaient attachés parlementaires. Donc quelque part, il y a quand même d'autres affaires qui. Écoute, c'était Barthelone, le président de l'Assemblée. Voilà. Il y a d'autres affaires. Alors, Johnny, non mais soyons clairs. Regarde, je te tenais un exemple. Roselyne Bachelot a très longtemps travaillé avec son fils, qui était assistant parlementaire, mais qui faisait un vrai boulot. Il y a des fromagers qui travaillent avec leurs enfants, et on leur reproche pas de le faire. Je te dis pas que tous les gens qui ont des attaches parlementaires de leur famille n'ont pas travaillé. Je dis juste que si cette affaire-là, il est condamné à la fin, je veux à ce moment-là qu'on rouvre tous les dossiers qui sont suspects. D'accord avec ça, Jean-Philippe? En partie. Parce que ce qui fait tourner la France, ce sont ces petits élus locaux, les maires des petites communes, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux. Bon, c'est vrai qu'il y a également des conseillers régionaux dont le pouvoir est quand même moins influent et qui l'utilisent peut-être à bon escient aussi. Mais ce faisant, si on fait le total de tous les sénateurs, les députés, les maires, et il y a sur 616 000, peut-être 60 cas qui se sont produits, c'est-à-dire 1 pour 1000. Donc c'est vraiment quasiment rien. Je pense qu'on parle surtout des députés et des sénateurs, parce que je connais pas beaucoup de maires qui ont des attachés dans leur cabinet, qui sont leur famille ou quoi que ce soit. Donc ça concerne surtout la députation et les sénateurs, donc les 2 chambres. Et des pratiques qui se sont faites comme ça pendant des années et des années, on ne contrôlait rien. C'est tout comme on a commencé à juger des partis politiques sur les financements des partis politiques, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent tout ça, mais on voudrait toujours juger des affaires à des moments où les lois n'étaient pas les mêmes. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. Mais moi, je dis que si demain, Fillon est condamné pour emploi fictif de sa femme, je pense qu'il faut rouvrir tous les dossiers qui, à l'époque, ont été mis sur la place publique pour voir ce qu'il en est exactement. Ce serait autrement trop facile. Merci Jean-Philippe. Et merci Johnny. Allez, dans un instant, la suite des GG, vous. RMC, 9h midi, les grandes gueules.